Les humains ont un impact sur plusieurs aspects de l'environnement. Nous avons altéré le monde plus que n'importe quelle autre espèce. Des paysages méconnaissables changés pour des villes, de grandes routes, des industries et l'agriculture. Récemment, la pollution, les microplastiques et le changement climatique sont que quelques-uns des problèmes qui se sont présentés à cause de la façon dont les civilisations humaines se comportent. Depuis la révolution industrielle, les gaz atmosphériques comme le carbone, le protoxyde d'azote, le méthane et les fluorocarbures sont en hausse. La lisière de gaz piège une portion de la chaleur du Soleil près de notre planète. Ceci cause des changements dans notre climat. La nourriture est un des besoins de base nécessaires à notre survie. Récemment, nous nous sommes déconnectés de notre nourriture. La norme, c'est d'acheter notre nourriture à un magasin d'épicerie où nous ne connaissons pas grand-chose de l'origine ou du traitement des aliments. Beaucoup des aliments de base, comme le soya, le maïs et le blé, sont produits à grande échelle au lieu des cours arrière ou des petits jardins locaux. Ces grandes quantités de récoltes sont utilisées pour non seulement nourrir les gens, mais aussi pour créer du biocarburant et d'autres utilités industrielles. Ce qui nous apporte à l'impact de l'agriculture industrielle. Entre les rangées de plantes, on trouve des sols qui ne sont pas couverts. Les sols découverts sont très instables. Ils perdent leur eau très facilement à la chaleur et deviennent secs. Les sols se perdent à l'érosion de l'eau et des vents. Et finalement, ils se réchauffent très vite. As-tu déjà vu un sol découvert en nature? Probablement que non, puisque les sols découverts ne sont pas un bon signe dans un écosystème en santé. Le sol a besoin de racines pour le garder en place, des plantes, de paillis ou de couvertures de quelque sorte pour le garder en santé. Le sol est en vie, comme nous, et a besoin de faire partie d'un écosystème pour s'épanouir et rester en santé. Saviez-vous que les sols ont besoin d'air? Eh oui, le sol est composé de 20 à 30 % d'air. Sans air, les choses deviennent dangereuses dans le sol. Sans air, les conditions deviennent parfaites pour de mauvais organismes de prendre le dessus. Les bons organismes ont en majorité besoin d'oxygène pour survivre, et sans un bon ballon entre les différents organismes, le sol devient malade. Remarque la prochaine fois que tu vois un sentier où il y a beaucoup de gens qui marchent. Le sol est découvert avec peu ou aucune plante. Tous ces pieds humains qui piétinent le sol le compriment en le poussant par le bas avec leur poids. Avec le temps et les multitudes de gens qui voyagent le sentier, le sol devient compacté. Avec la compaction, il y a moins d'air dans le sol. Et quand il n'y a pas d'air dans le sol, qu'est-ce qui arrive? C'est que le sol devient débalancé et des organismes qui ne causaient pas de problème en petite dose prennent le dessus. Et maintenant, ils causent des problèmes. Donc maintenant, imaginez au lieu des pieds, des immenses machines qui traversent les champs agricoles. Des machines utilisées pour labourer, planter, la vaporisation et l'arrosage. Imaginez le sol. Qu'est-ce qui arrive à l'air dans le sol? Qu'est-ce qui arrive à la vie dans le sol? La vie qui se retrouve à l'intérieur de notre sol est infiniment importante à la santé du sol. Les engrais chimiques, pesticides, herbicides et les autres produits chimiques d'agriculture endommagent la vie dans le sol. Nous dépendons sur la santé de notre sol pour nous nourrir. C'est un écosystème plein de vie qui garde nos plantes en santé. Et nous aussi, puisque nous mangeons ces plantes. Quand les plantes sont en pleine forme, elles peuvent nous offrir la nutrition dont nos corps ont aussi de besoin. Les plantes ont besoin d'eau comme nous. Et certaines plantes ont besoin plus d'eau que d'autres. Par exemple, les plantes annuelles ont généralement besoin plus d'eau que les plantes vivaces. Les plantes annuelles ne vivent pas plus qu'une année, tandis que les vivaces vivent pour plusieurs années. Beaucoup de notre nourriture vient des plantes annuelles, ce qui demande beaucoup d'eau. Imagine si toute ta vie se passait en 1 an ou même moins qu'1 an. Au Canada, notre saison de jardinage est beaucoup plus courte qu'une année puisque le climat devient froid pour plusieurs mois. Donc, durant la saison chaude, tu aurais déjà parcouru toute ta vie, de la naissance jusqu'à l'âge senior. Imagine tous les stages de vie que tu vivrais dans l'espace de semaines et même par jour. Imagine les ressources comme la nourriture et l'eau que tu aurais besoin pour y arriver dans 1 an. Bien sûr, pas toutes les espèces sont faites pour la croissance à vitesse, et ceci est déterminé par la génétique et non seulement les ressources comme la nourriture et l'eau. Et maintenant pour un exemple réel. Sudbury Shared Harvest pousse plusieurs forêts nourricières. Ces forêts sont des endroits où de plantes vivaces variées offrent de sources de nourriture. Dans ces forêts, on peut trouver des plantes natives, des plantes médicinales, ainsi qu'une variété de nourriture. Ensemble, ils créent un écosystème avec de plantes variées. Donc, pour en revenir à l'eau, ces forêts nourricières se font arroser la première année pendant que les plantes s'établissent. Mais après ça,
elles n'ont plus besoin de se faire arroser. L'eau dans le sol et de la pluie sera suffisante. Croyez-vous qu'un jardin ou gazon typique survivrait un été au complet sans qu'on l'arrose? Serait-il en santé? Probablement que non, mais avec des espèces qui vivent plus longtemps et avec quelques astuces, dont nous allons couvrir bientôt, un jardin peut demander beaucoup moins d'entretien et d'eau. Lorsque nous poussons une seule variété de plantes, nous perdons la diversité de vie qui existerait dans cet endroit naturellement. As-tu déjà vu en nature un endroit où une seule plante poussait? Un habitat en santé a plusieurs espèces qui coexistent ensemble. Ces espèces ont des dynamiques et ces dynamiques apportent du ballon à l'écosystème. Nous appelons cette diversité de vie la biodiversité. Cette biodiversité est très importante à la santé de l'environnement. Le vivace et les espèces natives à une région sont aussi super importantes à la santé de l'écosystème. Elles sont les espèces les plus communes dans un écosystème naturel. Les plantes natives à une région ont de liens avec la faune qui y vit, comme par exemple les papillons monarques avec la plante Asclepiade, connue en anglais comme milkweed. Imagine maintenant que tu décides de pousser de grands champs de ton fruit préféré pour les vendre au marché. De beaux champs pleins de fruits couvrent les espaces autour de ta maison. Une journée, tu remarques du dommage à certains de tes fruits. Pas de problème, seulement un endroit était affecté. Par contre, à mesure que le temps avance, la récolte fait pitié. De plus en plus, des fruits sont affectés. Quelque chose mange ta récolte et il ne reste pas grand-chose à vendre. Parfois, tu dirais même qu'ils s'amusent à détruire ce que tu pousses. Lorsque nous plantons une espèce sur des régions étendues, si une espèce trouve cette plante délicieuse comme toi, il n'y a rien qui la sépare de la prochaine étendue de cette même plante. C'est comme un géant buffet avec comme menu leur nourriture de choix. Certains vont mettre des produits chimiques comme des pesticides sur leurs plantes pour essayer de se débarrasser du problème. Par contre, ce même produit pourrait aussi tuer d'autres espèces. Certaines d'entre elles, des espèces qui pourraient aider à balancer les choses, comme par exemple des espèces prédatrices. Qu'arrive-t-il l'année d'après si les espèces problématiques sont de retour, mais qu'il y a moins de diversité et de prédateurs pour balancer les dynamiques? Tu te rappelles de la biodiversité? Cela s'applique aussi aux plantes dans nos jardins. Si nous avons beaucoup de diversité en plantes et en espèces qui y vivent, nous avons beaucoup plus de protection contre le dommage à nos récoltes. C'est aussi plus difficile pour qu'une maladie se transmette puisque les plantes ne sont pas tous pareilles et elles sont dispersées. Puis, en plus, certaines plantes invitent les prédateurs bénéfiques, tandis que d'autres aident à garder certaines espèces nuisibles à distance. Finalement, dans notre exemple plus tôt, une espèce qui n'a pas une bonne année peut causer une grande perte quand c'est la seule espèce dans le jardin. Quand un jardin a plusieurs espèces, si une se fait manger, devient malade ou bien ne fonctionne pas, il y a toujours plusieurs autres choses à manger ou à vendre. En plus, si tu manges de ton jardin, plusieurs différentes plantes offrent une meilleure sélection et beaucoup plus de nutrition. Et puis, si tu vends, tu pourrais aussi nourrir ta famille si tu pousses une sélection de nourriture qui rencontre les besoins de ta famille. Plusieurs des composantes qui nuisent à l'environnement sont aussi négatives en connexion au changement climatique. Le labourage des sols relâche le carbone du sol. Et nous ne voulons pas plus de carbone dans l'atmosphère. Il y en a déjà beaucoup et on en aimerait moins à cause du changement climatique. Jusqu'à date, c'est estimé que nous avons perdu de 50 à 70 % du carbone de nos sols. La production des machines et l'énergie prise pour les utiliser est aussi une considération à prendre pour l'agriculture industrielle. Ces grandes machines peuvent être responsables de plusieurs processus à grande échelle, comme le sarclage, la cultivation, l'arrosage et la fertilisation. Puis, la création, transportation et l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques ont aussi des impacts considérables sur les émissions et le changement climatique. Finalement, transporter la nourriture de la ferme jusqu'au magasin d'épicerie crée aussi des émissions et de la pollution. Si nous poussons plus localement et dans nos cours arrière, nous pouvons éviter le transport. En plus, la nourriture voyage de moins loin, ce qui veut dire que nous gardons plus de nutrition dans nos aliments. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons éviter plusieurs des effets négatifs de l'agriculture en changeant notre vision de la production de nourriture et en travaillant avec la nature. Même si les changements ne peuvent pas se produire dans une journée, nous pourrions s'orienter vers de méthodes qui nourrissent le sol, contiennent le carbone
et qui crée des environnements en santé tout en produisant de la nourriture pleine de nutrition. Nous pouvons tous faire une différence, s'inspirer et apprendre ensemble. Il y a plusieurs façons de créer de la nourriture avec beaucoup de nutrition, tout en prenant soin de l'environnement. La polyculture, permaculture, les forêts nourricières, l'agriculture régénératrice et le sylvopâturage sont que quelques exemples. Il est aussi important de reconnaître le savoir traditionnel impliqué dans plusieurs de ces méthodes. Il y a beaucoup de connaissances qui proviennent de communautés autochtones partout au monde qui pratiquaient depuis longtemps plusieurs de ces méthodes brillantes, et ce, bien avant que des mots comme permaculture soient inventés. Les changements peuvent être faits à grande échelle ou à un niveau personnel. Voici quelques idées. Limiter ou éviter l'utilisation de grosses machineries, le labourage, les pesticides, les engrais chimiques ainsi que les autres produits chimiques qui endommagent l'environnement. Créer des sentiers pour éviter d'écraser les régions où on pousse les plantes. Couvrir les sols avec du paillis ou des plantes couvre-sol. Planter plus de plantes natives et vivaces. Planter des espèces douées à retenir le carbone dans le sol. Par exemple, les aubépines, le sumac, les saules, les pommiers et les bouleaux. Prioriser la biodiversité en plantant plusieurs types de plantes. Préserver des espaces naturels. Considérer tester le sol pour mieux le comprendre et savoir ce qu'il a de besoin. Nourrir le sol avec des composés naturels comme du compost, du fumier ou encore du biochar. Réutiliser et trouver de nouvelles façons de se servir d'objets qu'on appartient déjà pour notre jardin. Aussi, essayer de limiter les déchets à la source. Et puis, comme individus, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsque c'est possible, nous pouvons acheter nos produits et nourriture localement, pousser une portion de notre nourriture et médecine, faire connaissance des fermiers locaux et leurs méthodes d'agriculture, explorer de différentes méthodes de jardiner, apprendre à créer, préserver et entreposer la nourriture et médecine, limiter le gaspillage de matériaux et nourriture, composter la nourriture qui n'est pas utilisable, prendre part dans des projets et jardins communautaires. Créer et bâtir une communauté qui partage les ressources, connaissances, projets, espaces et des systèmes de support. Et faire ces changements, ça représente quoi exactement au niveau du changement climatique? En gros, il y a 3 catégories d'impact que nous pourrions observer. Sortir le carbone de l'atmosphère, baisser les émissions à la source et créer de la résilience au changement climatique. Le sol a un pouvoir spécial peu connu. Le sol est le 3e plus grand puits de carbone. C'est quoi un puits de carbone? Un puits de carbone est un endroit où le carbone reste en place, parfois pour de courtes durées et d'autres fois pour très longtemps. Cela veut dire moins de carbone dans l'air et plus de carbone dans le sol. C'est donc un bon outil pour nous aider avec le changement climatique. En fait, 80% du carbone terrestre est storé dans le sol. De plus, nous voulons plus de carbone dans le sol. Un sol riche en carbone est une bonne chose pour la santé du sol et de l'environnement. Les racines sont aussi très importantes pour garder le carbone dans le sol. Quand les plantes grossissent, elles continuent à enraciner le carbone dans le sol. Puisque les plantes vivaces ont souvent des racines plus développées, elles excellent à garder le carbone dans le sol. Une autre raison de considérer d'ajouter de ces plantes dans nos jardins. Lorsque nous gardons nos sols en santé et qu'on évite le labourage, les sols peuvent retenir et continuer à absorber du carbone. Si nous pouvions augmenter la matière organique des sols agricoles par seulement 1% globalement, nous pourrions absorber 256 milliards de tonnes de carbone, c'est-à-dire 3/4 de notre but de carbone idéal dans l'atmosphère. Nous serions donc très proches de rencontrer notre but si nous nous occupons de nos sols agricoles. C'est un bénéfice à plusieurs niveaux de garder le carbone dans le sol et puis d'en ajouter plus, ce qui nous apporte à notre prochaine catégorie. Nous savons maintenant que pour ne pas ajouter d'autre carbone à l'atmosphère, il ne faut pas brasser le sol, c'est-à-dire le tourner et le labourer. Mais il y a aussi d'autres choses à faire pour éviter d'ajouter des émissions de gaz à notre atmosphère, comme par exemple lorsque nous limitons ou évitons d'appliquer des engrais chimiques et d'autres produits chimiques comme des pesticides. Non seulement que c'est mieux pour l'environnement, la production, la transportation et l'application de ces produits produisent des émissions et de la pollution, ce qui n'aide pas au changement climatique. Finalement, utiliser plus de ce que nous avons déjà et créer des systèmes avec moins de déchets serait aussi un grand bénéfice pour baisser les émissions, l'accumulation de déchets et la dispersion de pollution. Faire des changements pour la santé de l'environnement, cela apporte aussi de la force à l'écosystème et aux humains qui y vivent. Et le principe s'applique à l'agriculture. Avec des changements à nos systèmes agricoles, nous pouvons se renforcer contre les inondations, sécheresses,
manque d'eau, changement de climat, feu, dommages d'insectes, maladies et vents forts en apprenant de la nature. Les forêts et les espaces verts peuvent aider à refroidir le climat, créant des refuges de la chaleur pour les humains et les autres animaux qui y habitent. En plus, ces espaces verts aident à nettoyer l'air de produits chimiques et de pollution. Avoir des systèmes de nourriture locale nous donne de la sécurité puisque nous devenons moins dépendants sur les sources externes pour toute notre nourriture. Et nous devenons moins vulnérables aux événements mondiaux qui peuvent affecter la disponibilité de la nourriture. En plus, nous pouvons bâtir de liens forts avec des gens de notre communauté. Notre planète fait face à plusieurs enjeux, mais comme individus et comme communauté, il y a plusieurs choses dont nous avons le pouvoir de faire. Ensemble, nous pouvons créer de bels espaces qui nous apportent de la nourriture, sécurité et communauté. Des espaces où nous pouvons apprendre, partager et offrir l'entraide. Intéressés à apprendre plus sur la permaculture et les forêts nourricières, nous avons comme but de bâtir une forêt nourricière par quartier. Nous avons plusieurs projets où s'impliquer et de sessions gratuites pour apprendre de nouvelles habiletés. Pour plus d'informations ou pour nous rejoindre, visitez notre site Web.